Je veux seulement voir le cinématographe. C'est à ce que l'on dit l'une des merveilles du monde civilisé. Le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à la nouvelle saison, la 4e saison de 24 images secondes, le podcast animé par des passionnés de cinéma pour un cinéma de passionnés. Et aujourd'hui, c'est l'épisode 24, intitulé 24 images with a vengeance. Et pour cette rentrée, mais qui est autour de moi ? Il y en a 4, à commencer par Louise. Bonjour Louise. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien, moi ça va. Et comment il va le Mister Thibaut ? Salut la famille, les frérots, t'as vu, on est bien, tranquille. Au calme. Il va très très bien aussi. Et le docteur Raymond est là également. Comment ça va, docteur ? Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour cette magnifique rentrée cinématographique. Eh ben, ça va très bien. Et le 4e larron, c'est Julien. Bonjour tout le monde, toujours là pour vous servir. 4e année, comme tu dis, on commence à se faire vieux, mais on est toujours frais. C'est vrai, déjà. On n'est pas trop vieux pour ces conneries. Non. Magnifique. Et sur cet enchaînement, on va entrer dans le vif du sujet directement avec Eddington, le premier film actu que nous allons décortiquer, qui est aussi le 4e long métrage d'Ari Aster. Le pitch, en 2020, au début de la pandémie de Covid-19, le shérif Joe Cross patrouille dans les rues de la ville d'Eddington. Il constate au quotidien un important changement dans les mœurs des gens. Plusieurs citoyens se mobilisent en faveur du port du masque. D'autres s'y opposent. Tous cherchent la vérité. Eh bien, je sens que ce film a divisé et on va commencer avec Julien. Qu'est-ce que tu as pensé de Eddington, Julien ? Mais comme tu dis, mon cher Jérém, ça m'a divisé moi-même. Moi aussi. Très bien, voilà, c'est parti. Exactement, parce que tout le film, j'hésite en fait entre est-ce que c'est une belle purge ou un grand film en fait. Hein. Donc qu'est-ce que nous a fait ce Ari Aster pour ce 4e film ? Eh bien, on sent qu'il veut faire une grosse satire de son Amérique profonde. Pourquoi pas, soit. Mais propose-nous alors quelque chose qu'on n'a jamais vu. Propose-nous quelque chose qui n'a pas été vu, revu, parodié à toutes les sauces. Ce qui fait que moi j'ai assisté à une espèce de galerie de personnages assez iconoclastes, bien clichés quand même dans l'ensemble, et à une parodie de reportage sur Fox News. Moi par moments je me sentais dans une espèce de maelstrom médiatique, une farandole de citoyens américains, tous détestables, remplis de dialogues très abscons. Je vous cache pas ma déception sur le duo Pedro Pascal contre Joaquin Phoenix. Protagoniste, Joaquin Phoenix contre antagoniste Pedro Pascal, je m'attends à un truc très spectaculaire, pas du tout. Leur rivalité n'atteint aucun sommet dramatique, à part peut-être quand il va au milieu du film dans la villa de Pedro Pascal. Il y a une certaine tension, soit la séquence est plutôt réussie, quand il s'amuse à couper ou à rallumer la musique. Mais sinon, tu as un tel casting et tu n'en fais pas grand-chose. Ensuite, voilà, ça c'est la partie pour moi qui m'a beaucoup déçu et j'essayais de sortir de ma torpeur au ciné. Par contre, il y a un fait notable et intéressant dans le film. Et je crois que c'est la première fois qu'un cinéaste va aussi loin, c'est l'utilisation des écrans. Il y a énormément, dans beaucoup de plans, beaucoup de personnages sont sur leur smartphone. Et ça, effectivement, c'est intéressant. On voit l'omniprésence des smartphones dans la vie de tous les jours, et il a voulu retranscrire ça également dans l'Amérique très moderne dans laquelle on est. L'Amérique ultra connectée, plus sur son téléphone d'ailleurs que sur son flingue, puisque Joaquin Phoenix n'utilise pratiquement pas son flingue, est tout le temps davantage sur son téléphone à partager les stories. Ça dépend à quel moment du film. Ouais. C'est vrai, mais tu le vois tout le temps avec son téléphone, hein. Dans sa voiture, au bureau, chez lui. Et pourquoi pas ?
pourquoi pas. Par contre, c'est totalement anti-cinématographique. C'est-à-dire que ça moi, marche je dans trouve le qu'il se réel, débrouille bien, quand même, documentaire. Ouais, moi aussi, je trouve que c'est la Oui. meilleure idée, une des meilleures idées du film. en C'est tout une cas. bonne idée. Cette C'est une espèce bonne de idée. critique des réseaux sociaux et la critique du ce qu'on appelle le doom scrolling, c'est plutôt bien montré. Hein. C'est dans la façon dont les infos sont hiérarchisées, un peu n'importe comment. Tu passes d'une nouvelle importante à un attentat, Ouais. un cul, voilà, tu sais pas. Quoi. C'est ça, un chat sauvé par les pompiers, c'est ça, exactement. Donc on est dans la prédominance des écrans dans le réel, enfin dans la vision qu'a Ari Aster de l'Amérique, et notamment des fake news qui pullulent le quotidien. Donc ça, pourquoi pas, je trouve ça intéressant. Mais le problème est que en fait, tout simplement, je ne vois pas ce qu'il veut dire, hormis critiquer, parodier une énième fois l'américain moyen. Je veux dire, on l'a déjà vu dans d'autres films. Là, j'ai pas en tête tous les exemples, mais même on peut le voir même dans des sketchs sur YouTube, on peut le voir dans Saturday Night Live, on peut le voir dans un paquet de médias. Donc, ce qui fait que moi, ce qui sauve le film quand même, c'est l'interprétation de Joaquin Phoenix, qui pour une fois, quand il est bien canalisé, bien dirigé, il est capable de nous sortir quelques scènes qui m'ont marqué, notamment cette fin ultra baroque, C'est vrai. ultra violente, sans spoiler, qui est très tragique également, et qui pour moi sauve le film. En fait, je me suis ennuyé pendant 2 heures, mais j'ai kiffé pendant le dernier quart d'heure. Ah ouais, d'accord, 2 heures. C'est marrant que tu te sois ennuyé parce que il y a plein de trucs qui se passent pendant tout le film, donc c'est marrant que t'aies quand même ressenti de l'ennui. Il y a de l'action pendant tout le film, quoi. Enfin, c'est. Ouais, il y a quand même une forme de tension. Complètement, mais je pense qu'en termes de... Ou alors c'est plus une question de montage ou de rythme, mais je pense que dans l'ensemble, il aurait pu retirer un gros morceau, quoi. Oh, oui. Plusieurs séquences du 2e acte au milieu du film, où oui. quand même, Mais on a clairement, compris que le couple Emma Stone, Joaquin Phoenix... je pense bat sincèrement de l'aile. que le film a On a compris. 45 minutes en trop. 40... Ouais, on en est pas loin. J'aurais dit une demi-heure, mais en fait, on se perd trop dans des personnages inutiles. Je trouve que comme sur Boys Afraid, il lui manque un producteur. Tu vois, un mec qui lui dise Harry, Ouais, mon petit Harry, ouais. c'est super ton film, mais tu peux pas enlever quelques scènes. Tu vois, le personnage du gourou New Wave joué par Austin Butler, Ouais. on est d'accord, il sert à rien, on peut Ouais, l'enlever. ouais. On l'oublie tout de suite. Mais même toute la Tout de suite partie après le dans la secte et tout, enfin dans l'espèce de truc tierce qui a rien à voir avec, enfin qui va beaucoup plus loin que l'histoire. Enfin même ça c'est pas nécessaire, Ouais. quoi. Mais Ouais. il aurait complètement gagné à resserrer ses intrigues. Tout à fait. Louise, t'en as pensé quoi, toi, du film globalement? Bah globalement, moi pour le coup j'ai pas mal écrit sur ce film-là. Parce que ça foisonne, vas-y, lâche-toi. comme disait Julien, ça foisonne. Ah, on peut dire Ari que ça Aster, foisonne, bien sûr. il s'agace d'à peu près tout ce qui bouge, quoi. Moi, avant de voir Eddington, j'avais vu d'Ari Aster que Boys Afraid, dont tu as parlé tout à l'heure, Thibaut, qui à chaud m'avait beaucoup déplu, vraiment. Mais Ah en oui, y repensant, moi aussi. ouais, mais à chaud, j'ai dit. En y repensant à l'occasion de la sortie d'Eddington, je me suis rappelé quand même que la première partie m'avait pas mal marqué, le chaos dans la ville, la peur panique d'être épié, suivi, traqué, persécuté. Je trouvais que c'était vachement bien fait dans la première partie de Boys Afraid. Donc je suis allée voir Eddington à moitié à reculons. J'attendais le moment où ça pèterait, prête à grimacer à chaque plan, un peu comme devant un Tarantino où tu sais que ça va péter mais tu sais pas quand. Et je trouvais que, enfin, pour le coup, je suis pas trop d'accord avec toi, Julien. Je trouve que il fait monter le tensiomètre pendant tout le film, ce qui avait manqué dans Boys Afraid où c'est le zbeul dès le départ. Enfin, c'est la catastrophe C'est celle dès que j'ai pas dès vue le début. Ouais. Et il parvient à faire passer, alors pareil, je suis pas d'accord avec vous, les 2h25 assez rapidement, ce qui est un exploit parce que c'est très long, 2h25, je trouve. Et donc voilà, il parle des politiques véreux qui agissent dans leur propre intérêt, les complotistes, les gens qui portent les masques, les gens qui en portent pas, les réseaux sociaux, leur tendance à montrer un angle bien précis, subjectif de la réalité, la prise de parole sans vérification des sources, les sectes, enfin bref, il dénonce tout ce qui bouge. Et en effet, je suis d'accord avec toi, il ne propose pas grand-chose, mais il montre quand même un échantillon de notre société qui est complètement gangrénée. Il n'y a plus d'espace-temps, tout arrive en même temps. Comme tu disais, Thibaut, sur les réseaux sociaux, tu passes d'un cul à un chat, attentat, à un chat, voilà. Tout arrive en même temps, dans une même chronologie, et cette chronologie et ce temps, c'est Eddington, c'est la ville d'Eddington, qui est un peu le
le symbole de ce bazar temporel. Et donc ça, je trouvais ça quand même assez intéressant. Et il raconte tout ça par le biais il raconte la quête initiatique ratée d'un petit shérif qui a la décence, contrairement au personnage de Boys Afraid, d'être un minimum attachant au début, pour qu'on puisse s'y identifier un petit peu quand même. Il a des valeurs, il les défend comme il peut. Alors parfois on est d'accord, parfois on n'est pas d'accord, mais c'est un mec honnête. Et puis ivri complet, au lieu d'accompagner sa femme qui est en dépression, il se lance dans un projet complètement stupide. Et aveuglé par la jalousie qu'il a envers le maire en face de qui il se propose comme maire lui-même, il laisse jaillir sa vraie nature, en fait il devient un gros connard d'opportuniste, emportant tout sur son passage, y compris l'intégrité de sa femme. Mais je pense que dès le départ, pour moi, il est pas sympathique. Enfin, c'est pas. Il est touchant. T'es pas parfois toujours touchant, d'accord avec parfois. lui, mais il a une manière de faire qui est maladroite. Le fantasme de sa femme sur l'enfant, enfin. Oui, non mais clairement. Mais ça, tu le vois petit à petit. Toi, tu le vois dès le départ. Tu le vois pas dès les 15 premières minutes. Non, c'est ça monte petit à petit où tu te dis, attends, là, il avait l'air touchant, mais en fait, c'est en train de devenir... Enfin, moi, il m'a fait penser à Trump, en fait. La sottise bête, tu vois, et c'est pour ça que je trouve que, ok, il propose pas de solution, mais il montre une caricature d'un truc qui te fait réagir. Il a pas le panache de Trump. Enfin, il a pas le panache, il a pas l'énergie d'un Trump. Il n'arrive pas à avoir... Il a pas zéro charisme. Il n'arrive pas à avoir ses électeurs, quoi. Ça, c'est clair. Il fait plus de politique que d'être shérif, quoi. C'est ça. Bah oui, puis c'est de la mauvaise politique, quoi. C'est un pauvre type qui a réussi à être shérif. C'est ça. Et du coup, pour moi, Eddington, c'est une mauvaise partie d'échecs où le joueur joue seul et il a des intuitions toutes pourries. Et comme d'habitude avec Ari Aster, on a du meurtre hémoglobiné et de la persécution. En veux-tu, en voilà. Tu n'en veux pas, tu en auras quand même. Mais j'ai trouvé ça hyper bien écrit. Donc là, pareil, je suis pas du tout d'accord avec toi, Julien. Ça fait du bien, il y a un vrai début, il y a un vrai milieu, il y a une vraie fin, ce qui manque quand même dans pas mal de films aujourd'hui, je trouve. Et j'ai apprécié que, contrairement à Boys Afraid, on ne parte pas dans un surréalisme pour montrer la folie, parce que c'est ça aussi que ça montre une part sombre qu'on a tous en nous, dans nos cerveaux, quoi. Assumer. Des choses qu'on a envie de faire qui sont inavouables, qui viennent de la jalousie, des choses comme ça. Et comme toi, Julien, par contre, la scène à la fin, donc je dis pas ce que c'est, j'ai trouvé ça hyper bien exécuté parce qu'il y avait cette esthétique un peu du jeu vidéo. Enfin, je connais rien en jeu vidéo, mais ça m'a vraiment fait penser à un jeu vidéo. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Alors, c'est peut-être déjà vu, hein. Moi, j'avais jamais vu ça au cinéma, donc j'ai trouvé ça chouette. Et donc voilà, pour conclure, un film que j'ai kiffé, et ça inclut la morale, communiquer bordel, au lieu d'interpréter sans cesse les faits et gestes des gens et agir n'importe comment. Et comme j'ai kiffé, après j'ai regardé Midsommar que j'avais pas encore vu, j'étais refroidie par l'étiquette horreur, et verdict, c'est pas de l'horreur, et j'apprécie beaucoup le travail d'Ari Aster. À quand le prochain film ? Eh ben, il faut que tu vois maintenant Hérédité, du coup tu vas remonter jusqu'au premier. La vérité ? Ça s'appelle La Vérité ? Hérédité. Ok, très bien. Thibaut, à toi. Tu vas bien dormir. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Je souffle le chaud et le froid avec Ari Aster. Pareil. Ah oui. Moi, j'ai adoré, mais suradoré Hérédité et Midsommar. Très désarçonné par Boys Afraid, que j'avais là aussi trouvé inutilement long et complètement foutraque. Même si, il y a des moments c'est brillant, hein, mais l'ennui l'avait emporté. Sur Eddington, j'ai un vrai problème moral avec le film. Dans ce qu'il a, sa volonté de renvoyer les réacs complotistes et les progressistes dos à dos. Il y a une partie de moi qui comprend ce que le réalisateur veut dire. Dans cette critique de la médiocratie que devient la société américaine, dans son nivellement par le bas, dans sa démagogie, dans ses mensonges élevés en contre-vérité, dans la naïveté de certaines actions, hein, des jeunes générations et dans l'impossibilité à faire société. Chacun étant persuadé de faire partie du camp du bien ou du camp divin. Reste que pour Ari Aster, l'Amérique est fondamentalement belliqueuse et ou pernicieuse. Bon, s'ensuit dans le déroulé de son scénario un jeu de massacre plutôt cruel qui prend des allures de Rambo inversé. Alors ça, pour le coup, soit on adore, soit on déteste, parce que c'est pas forcément en lien avec les événements récents, hein, contrairement à la période covidesque qui est présentée dans le film.
Au final, je trouve que c'est un film qui est bourré d'idées, parfois bien amené. Hein, vous en parliez tout à l'heure, la critique des réseaux sociaux et donc le doom scrolling. Mais je pense qu'à trop vouloir en dire, en faire, le réalisateur se disperse et Eddington finit par être un espèce de gloubi-glouba, parfois indigeste et parfois brillant. Finalement, je me disais, avant que tu parles, je veux dire, tiens, je suis situé entre Julien et Louise. Bah finalement, je suis d'accord avec toi. On sent qu'il a trop de choses à dire. Et je trouve qu'il est dans l'empressement, notre ami Ari Aster. Oui. Je trouve que la simplicité, c'est pas si facile au cinéma. Et je trouve qu'il avait vraiment trouvé ce truc dans ses 2 premiers films. Hérédité, c'est d'une simplicité incroyable. C'est lisible, c'est puissant. Et là, je trouve que... Alors, j'ai pris du plaisir devant Eddington, attention. Hein, c'est chiadé esthétiquement. Mais je trouve que la fraîcheur et la méticulosité de son début de carrière, ça glisse un petit peu vers la... Tu disais gloubi-bourga, moi j'avais préparé le mot boursouflure, tu vois, le trop-plein. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti. Chaque personnage est un archétype, une représentation, un symbole en fait. Chaque personnage exprime une idée politique. Et c'est là que je trouve que... Il n'est pas... Pour moi, c'est... Enfin, j'aime bien les films où les personnages existent d'eux-mêmes et font avancer le scénario. Charnel, là, c'est plutôt... Ouais. Là, on sent que c'est ultra écrit et on sent que chaque personnage a un début et une fin. Et on aurait pu imaginer, avec beaucoup de cynisme et de cruauté, ce qui aurait pu arriver. Je pense que ça n'a rien à voir, mais j'ai revu le Big Lebowski, et Big Lebowski, c'est un film où c'est le héros qui, avec sa maladresse et sa bêtise, fait avancer le scénario. Et c'est bon, je parle d'un film extraordinaire, mais... Et là, du coup, on sent que le scénario avance trop facilement pour le fabuliste, ou le moraliste plutôt, qu'est Ari Aster, quoi. Mais j'ai passé un moment agréable, et je comprends la tension qui monte, comme disait Louise, ça j'ai ressenti malgré tout. Donc il a du talent, attention, c'est quelqu'un qui a... Et c'est vrai qu'il est difficile de prévoir la scène suivante, ou même ne serait-ce que la fin. Je veux dire, le film arrive à te surprendre dans son déroulé. Tu sens que ça va mal finir, mais tu sais pas comment. Oui, ça voilà, on sent très vite. Et là, il est très cruel. Vite que ça va très mal finir. C'est son principe, il est fort c'est son gros cruauté, talent. hein. Il est fort en cruauté. Oui. J'ai l'avis de Christina qui n'a pas pu être des nôtres ce soir. Alors, elle nous dit... Parfois un peu long et bordélique, Ari Aster pulvérise l'Amérique à balles réelles et en visant absolument tout le monde, à grands coups d'humour satirique, avec un Joaquin Phoenix de très haut vol. Voilà, c'était l'avis de Christina qui a donné sa note. On verra les notes plus tard. Merci à tous. Je voudrais ajouter que, Jérôme, je voudrais juste ajouter, je suis curieux de voir comment le film va vieillir, parce que là on sort encore de cette époque complètement taré entre guillemets de l'année 2020. Oui. Et je suis curieux de revoir l'œuvre dans 10 ans, 20 ans et de voir peut-être un autre avis. Je suis curieux. Oui, c'est pas... Faut voir comment il vieillit, s'il devient comme du bon vin ou si... Non, mais tu le vois sur les futures générations, ils penseront que c'est une histoire vraie. Le nombre de personnes qui pensent la même chose sur Midsommar. Midsommar est un vrai fait divers. Ouais, t'en as encore ça. Sauf que moi, le côté Covid et tout de Eddington, ça m'a paru déjà... Enfin, quand j'ai vu le film, j'avais pas lu, je lis jamais les critiques... Enfin, les petits... C'est déjà daté de 5 ans. Ouais. Les pitchs. Voilà, les petits pitchs, merci. Et du coup, ça m'a fait un drôle d'effet de voir les masques et tout. Moi, ça me paraît déjà hyper passé, hyper daté. Ouais. Donc, dans 20 ans, j'imagine même pas. Mais espérons qu'il n'y ait pas d'autres crises comme ça. Ouais, tu t'avances beaucoup. Bon, on enchaîne avec un deuxième film actu qui est tout simplement le Grand Prix du jury du dernier festival de Cannes et qui s'appelle Valeurs sentimentales de Joachim Trier. Le pitch, Agnès et Nora voient leur père débarquer après de longues années d'absence, un réalisateur de renom, et il propose à Nora, comédienne de théâtre, de jouer dans son prochain film, mais celle-ci refuse avec défiance. Et ben c'est le moment d'écouter les avis de nos chroniqueurs. C'est Louise qui commence sur le Joachim Trier. On t'écoute. Je vais être assez concise. C'est assez lent, mais c'est beau visuellement. C'est très bien joué. Il y a des idées que j'ai trouvées intéressantes. Par exemple, l'idée que la maison puisse être un personnage principal. Pour les connaisseurs, ça m'a rappelé la BD Here de Richard Maguire, qui est sortie en 89. Ou encore l'idée que tous les membres d'une famille partagent les bagages émotionnels de leurs ancêtres, avec la maison donc.
et adapté par Zemeckis. Ah oui, l'année dernière, ouais, j'ai pas vu ce film, il Tout à avait fait. pas l'air génial, je dois avouer. Et ben il est, Ah, je le trouve très bien moi. Eh ben Ah ouais, si, c'est vrai. moi j'ai Ouais. adoré. Je l'ai regardé J'ai juste adoré. après Valeurs sentimentales. Ah d'accord, c'est marrant. Ah mais donc t'as vu le... Ok, très bien, c'est bien. Ça veut dire que je suis sûre qu'il a lu cette BD ou vu le film, ou les deux, peu importe. Mais enfin, d'une certaine manière, ce que j'aime bien dans cette idée, c'est que les gens d'une même famille, la maison ne font plus qu'un. Donc ça, c'est un peu ce que j'ai ressenti en voyant le film. Et après, je me suis pas du tout identifiée au personnage principal, Nora. Elle est inconstante, elle se complaît dans son malheur, parfois aux dépens des autres, alors qu'elle a de l'argent, elle pourrait voir un psy, et on lui dit d'ailleurs dans le film, pas qu'elle a de l'argent, mais qu'elle pourrait voir un psy. Et la conversation qu'elle a avec sa petite sœur à la fin arrive beaucoup trop tard, je trouve. On est trop longtemps dans le flou du pourquoi elle ressent cette tristesse incommensurable que personne ne peut comprendre. Et du coup, moi, ça m'a carrément saoulée. Vraiment, j'étais énervée devant le film. Je pense que j'aurais ressenti beaucoup plus d'empathie si cette scène était arrivée bien avant. Peut-être pas au début, bien sûr, mais bien avant. Et après, du coup, j'ai regardé Julie en 12 chapitres, du même réalisateur que j'avais raté à sa sortie. Et en fait, je ne supporte pas non plus Julie. Donc je pense que j'ai un problème avec les personnages principaux ou les personnages féminins, je ne sais pas, de Joachim Ou l'actrice Trier. principale, c'est la même. C'est la même dans les deux Oui, films. en plus, c'est la même actrice, tout à fait, qui joue toujours Karine aussi bien. Attier, Mais, bien sûr. voilà. Et donc bref, ça Oui. m'a pas emballé. J'ai même été carrément déçue par rapport à mes attentes, mais c'est un film de qualité. Ça, c'est voilà. Donc c'est très subjectif, mon avis, je pense. Docteur Raymond, on veut vous entendre. Vous avez pensé quoi de ce film? Alors moi, je suis toujours un petit peu suspicieux quand un festival de cinéma remet un prix à un film qui parle justement de cinéma. Parce que on a toujours la tendance à se dire, voilà, est-ce que ça sent pas un peu l'autosatisfaction? Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on va voir que l'autosatisfaction, c'est un peu l'un des thèmes majeurs du film. Donc, comme Louise, j'ai été très sensible effectivement à cette idée fondamentale de la métaphore de la maison, cette maison sentiente, hein, puisque les murs ont des oreilles littéralement dans cette histoire, et dont les avatars vont servir vraiment de support métaphorique effectivement aux épreuves que vont vivre la famille Borg. Donc là, effectivement, grosse influence de Bergman hein, qui se fait sentir. Ah Et oui, moi, j'ai beaucoup clairement. aimé cet aspect-là, c'est-à-dire de belles idées symboliques, bien mises en scène, une esthétique sobre, mais jamais trop froide, ce qu'on a parfois dans le cinéma scandinave, donc c'était quelque chose de très très agréable. Ensuite, il y a effectivement ce côté un petit peu ode au cinéma. Le cinéma comme moyen absolu de sublimer un petit peu les épreuves familiales, puisque, voilà, sans trop révéler, c'est le passage au cinéma qui a permis à la plus jeune des sœurs de se purger des traumatismes familiaux liés à la guerre. Et puis tout ça nous conduit vers un happy end qui est pas trop forcé, où on voit que, sans trop en dire, le cinéma est quand même vecteur de réconciliation familiale. Moi, je trouve Vive ce le cinéma. discours un petit peu équivoque, parce que le patriarche, donc, qui est joué par un Stellan Skarsgård, que je trouve très très en forme, il est très bon, hein, il n'y a pas de problème, et il nous compose un rôle de véritable petit salopio quand même, hein, parce que c'est un personnage qui est un dragueur, embobineur, donc effectivement c'est sympathique de passer 135 minutes avec lui, mais c'est certainement très toxique quand on vit avec lui au jour le jour, comme l'ont fait sa défunte épouse et puis les deux jeunes filles. Et ce qui est bizarre et un petit peu gênant, c'est que au final, dans la deuxième partie, on voit toutes ces jeunes femmes concourir pour l'affection d'un type qui, franchement, ne la mérite pas. Donc, c'est un petit peu bizarre, et au final, ce film, qui est un film de filou, je pense, comme le personnage l'un des personnages principaux, c'est un film filou, et qui est assez ambigu, c'est-à-dire qu'on se demande jusqu'à quel point le réalisateur, qui nous vend ce happy end, approuve justement le petit jeu que mène ce réalisateur, ce personnage de réalisateur, et on peut se demander aussi à plus grande échelle à quel point le jury cannois y a été sensible, ou au contraire à quel point s'est-il fait duper par ce film. Donc voilà, un très très beau film plastiquement avec des idées très intéressantes, mais aussi très ambigu à mon avis. Bah, je trouve pas qu'elles concourent les filles, parce que tu dis la fille, la femme, je sais plus qui, enfin toutes les femmes concourent pour lui plaire, quoi. Mais je suis pas d'accord, je trouve qu'on voit quand même déjà sa fille, elle est complètement ouvertement contre lui.
Et même l'actrice, qui donc, une des actrices, je ne vais pas dire laquelle, Rachel Camp, elle est pas. Enfin, on sent qu'elle a un feeling Ellie où elle se Fanning. dit oulala, je suis dans un truc qui me concerne pas et j'ai pas l'impression qu'elle concourt à lui plaire. D'ailleurs, elle se. Enfin, je vais pas en dire trop, mais j'ai pas ressenti ça pour le coup. Moi, j'ai ressenti des personnages antipathiques, tous, et que c'est comme ça. Voilà, ils sont antipathiques et ils le resteront. C'est la soirée des films Comme avec dans que des Ellington. personnages antipathiques, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Voilà, tu vois, c'est ce que je disais. Alors, bon, pour ma part, moi j'ai apprécié quand même le mélo, méta, mise en abîme, cinéma. Évidemment, c'est loin d'être la première fois qu'on voit ça. Donc, je me suis pas fait duper, comme je disais, hein, François. Alors, moi, est-ce que c'est avec Joachim Trier? Je sais pas. Je sais qu'il y a énormément de gens qui ont adoré ce film, vraiment adoré. J'ai entendu plein de choses. Mais moi, les grandes vagues d'émotions souhaitées par Joachim Trier. Bah, j'y arrive pas, ça ne m'émeut pas, ça ne fonctionne pas. Je sais que c'est un bon film, je sais que je suis en train de voir un film de qualité, mais ça ne marche pas, donc je vais pas me forcer. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire en fait sur ce film. Je pense que son meilleur film pour moi, c'est un film d'horreur qui s'appelle Thelma. Voilà, celui-là, j'ai eu des émotions avec Thelma, j'ai flippé quoi. Voilà. Et donc je pense que peut-être Mister Thibault a autre chose à rajouter peut-être sur le film. J'ai l'impression que tous mes avis commencent par j'ai aimé les précédents films du réalisateur, mais pas celui-là. C'est le cas pour Ari Aster, c'est le cas pour Wes Anderson, et c'est aussi le cas pour Joachim Trier. Hein. Tu noteras que je n'ai pas dit Julia Ducournau. On y arrive dans 2 minutes. Ça va, là, avec 3 films. Comme vous, j'ai plutôt bien aimé cette histoire de maison intrinsèquement liée à la famille qui l'occupe. Dès le début, je suis plutôt happé par la narration et je trouve que les comédiens et l'écriture des personnages sont plutôt bons. Mais je sais pas, j'arrive pas à m'intéresser à ces personnages, à leur vie et puis ce background autour du cinéma, comme disait François, je trouve que ça lui fait perdre une partie de l'universalisme que le réalisateur cherche plutôt à démontrer, un héritage du traumatisme et sa transmission. Un peu comme Alpha, quoi, tu vois. Attends, on y arrive. En tout cas, ça donne envie de le voir, hein, ou pas. Alpha ou valeur sentimentale? Valeur sentimentale, ouais. Ouais, mais c'est nos avis à nous 4, hein, Julien, mais il y a énormément de gens qui ont adoré ce film. Hein, Ouais, j'ai pu échanger avec des gens qui l'ont adoré, ou lu beaucoup de critiques positives. Mais c'est un cinéaste, effectivement. Moi, j'ai vu surtout son premier long qui m'avait beaucoup plu, Oslo 31 août. Il y a une vraie patte. C'est pas son premier, c'est son deuxième. C'est son deuxième. Mais c'est le premier qui a été peut-être distribué en France, ou je sais pas. Oui, c'est un film culte, hein, c'est un film générationnel. Pareil, moi j'ai du mal avec ce film, alors que énormément de gens adorent ce film. Ah ouais, moi j'ai adoré également. C'est un film très libre. Tu en fais partie. Ouais, Julie en 12 chapitres, oui, je trouve que c'est un film que je recommande. C'est un film générationnel, hein, je pense aussi. Ouais, mais moi j'ai été trop déçue. On m'avait tellement dit Julien en 12 chapitres, tu l'as pas vu, faut le voir et tout, mais j'ai. Ouais, je pense pas qu'il faut le survendre non plus. Je trouve que c'est un beau portrait de femme. Insupportable. Moi, je l'ai trouvé un peu pénible aussi, hein, pour être honnête. Julien disait on survend un peu Joachim Trier et je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est un filou, comme disait François. Peut-être survendu par la critique comme cinéaste européen majeur, mais peut-être que c'est juste un bon réalisateur et qui n'a pas besoin d'un piédestal, quoi. Il nous a pas touché, mais il a touché des gens visiblement. J'ai préféré ce film à Julia en 12 chapitres, hein, à titre personnel. Ah oui. Malgré les critiques que je peux formuler sur le fond. Moi aussi, je pense. Je pense aussi que j'ai préféré Valeur sentimentale. Ah oui, non, mais moi je sais que c'est un bon film, mais. Enfin voilà, bon, aucun de nous n'a été complètement. Il n'y a pas de 10 sur 10 apparemment cette fois. Ah non. Non. Eh bien, on va passer à peut-être l'un des pires films pour moi que j'ai vu récemment. On va terminer donc l'actu, un 3e film actu, messieurs dames. Eh bien, c'est Alpha, comme l'a annoncé Mister Thibault de Julia Ducournau. Tu sais qu'il y a un virus qui circule, non? T'as pas parlé de ton oncle, là. Mais pourquoi? Putain! Tu restes là! Mais pourquoi tu le laisses pas? Parce que c'est comme ça! Le pitch, Alpha, 13 ans, est une adolescente agitée qui vit seule avec sa maman. Leur monde s'écroule quand un jour elle rentre de l'école avec un tatouage sur le bras. Je commence... alors je vais le dire... je vais essayer de... Comment dire disons que chaque année à Cannes, il y a un film qui se fait défoncer. Parfois, et c'est mon avis perso, c'est pas mérité. Je pense à Only God Forgives de Refn ou de Post Tenebras Lux dont on a parlé ici de Carlos Regadas.
Et parfois, je suis d'accord avec les verdicts populaires de Cannes, comme Southland Tales de Richard Kelly, et bien sûr, on en a parlé, Megalopolis de Coppola. Et Alpha, qui s'est fait donc démonter à Cannes, j'étais pourtant plein d'espoir parce que j'ai adoré les 2 premiers films de Julia Ducournau, mais là, j'ai trouvé que c'était raté, donc je suis d'accord avec, avec ce qui s'est passé à Cannes. Et quelques jours après avoir vu le film, j'ai vu une vidéo qu'elle a mise sur Combini, je sais pas si vous l'avez vu. Si, une partie, Encore. un peu. Bah, si elle spoil son alors, film, j'ai pas envie. J'étais pas envie de voir. complètement, j'étais sur le cul. Elle spoil complètement son film. Alors, est-ce qu'elle s'est dit, ouais, personne n'ira le voir, donc elle est en roue libre. Et alors, pense, j'étais. Je pense qu'il y a un côté comme ça, peut-être inconsciemment. Elle essaye d'expliquer la dimension de son film. Elle essaye d'expliquer ce qu'elle a voulu faire. Bon, je trouve ça Ouais, sauf que c'est honorable. à l'image du film, c'est maladroitement expliqué. Enfin bon, du coup, si elle-même le spoil, je vais le faire aussi. Donc, s'il y a des auditeurs et des auditrices qui comptent absolument voir ce film, avancez Moi. de 2-3 minutes. Voilà, bouge-toi les oreilles, du coup. Attends, Et voilà, donc bon, non, je vais pas non plus. T'inquiète pas, je vais pas révéler. En gros, elle cite Cria Cuervos de Carlos Saura, qui est son film préféré. C'est ce qu'elle dit. Parce qu'il y a 2 temporalités dans Cria Cuervos, et il y en a 2 aussi dans Alpha. Mais moi, j'ai trouvé que ces 2 temporalités, c'était raté au niveau du Mais c'est le montage. bordel. C'était, Ouais. c'est niveau pertinence. Et la deuxième citation, Mm. bouge-toi les oreilles si tu veux, Julien, elle cite Sixième Sens de Shyamalan. Alors déjà, quand elle cite ça, tu dis ok, bon d'accord, voilà. Alors et du coup, tout le monde connaît la fin de Sixième Sens, j'imagine. Je ne dirai rien, mais je pense que tout le monde connaît la fin. Et ben, elle nous refait la même, sauf que, alors je vous le dis en toute honnêteté, et c'est vrai, à la 5e minute, il y a un plan de sa sœur, donc Goldfish Stephanie, dans une chambre, et elle parle à gauche de l'écran, à droite, il y a un mur rouge, et je me suis dit, on cache l'acteur, mais ça se trouve, il est mort. Enfin voilà, en gros, à la 5e minute, je le savais. Donc du coup, forcément, après, une demi-heure plus tard, il y a une scène de repas qui est une sorte de pâle copie de La Graine et le Mulet, qui est... Ah, mais c'est marrant, j'ai pensé à la Ouais. même chose. Mais oui, mais en C'est- complètement raté, quoi. Bah oui, C'est- complètement. Mais Ouais. cette scène, elle est avec jusqu'à Ouais. la mère qui touche, qui s'essuie la gueule, genre en mode mystique. Ouais. Et oh là là. Et en fait, on est avec un copain et malheureusement, on a rigolé à ce moment-là du film et on est sorti du film. Et c'était foutu après. Donc voilà, bon. Je vais pas dénigrer chaque séquence une par une, mais... Comment t'as senti la réaction des spectateurs dans la salle, justement? Pareil que la tienne ou... moment de gêne ou- C'était assez... Ouais, c'était un peu gênant parce que... comment dire, alors oui, t'as Raïm, pour certains joue bien, moi je trouve qu'il se contorsionne dans tous les sens et qu'il en fait des caisses, enfin bon, c'est pas grave, c'est chacun son avis, c'est le Kristen Bale français maintenant, hein, donc notre ami Raïm, et du coup, ouais, les gens autour de moi, je t'avoue que j'ai pas vraiment fait gaffe, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de... En fait, c'est un film qui se veut incroyable, on sent que c'est un peu prétentieux quand même, tu te dis, waouh, c'est un grand film, tu vois, un grand film sur le... Ah oui, alors d'ailleurs, la métaphore du sida, parce que c'est jamais prononcé dans le film, mais bon, en 3 secondes, avec le plan sur les gens qui viennent des pierres, c'est l'une des métaphores les plus lourdingues que j'ai vues ces derniers temps, quand même. Mais elle veut pas, elle s'en défend ça en interview, hein, d'avoir voulu faire une métaphore avec le sida. Mais c'est impossible de ne pas y penser, On voit que le film se passe dans les années 80, 90, enfin... En plus, oui, il se passe... Alors du coup, moi j'ai hésité parce que les jeunes qu'on voit, ils font plus jeunes des années 2020 qu'années 90, mais bon, après ça, c'est pareil, encore une maladresse, mais c'est pas... On les compte beaucoup, mais... En tout cas, il y a une scène que moi, je sais pas ce qu'elle... Là, j'ai pas compris ce qui s'est passé, c'est une scène où Raïm et sa sœur... Enfin, Alpha, pardon, sa nièce, s'embrassent, enfin, se font un câlin. Mais si, justement. Ah là là. Cette scène, elle a du sens, moi, je trouve. Oui. Non, mais Pour le coup, la musique est super forte et belle, et Ouais. tout d'un coup, il y a un arrêt, Ouais. il y a un blanc, et ils sont toujours en train de se... Et la musique reprend, et là, je me dis, c'est une erreur de montage. Enfin, Attends, ça, je me c'était souviens trop pas bizarre. de l'arrêt de la musique. Non, mais si, Ah, il y a si, il y a des montages musicaux qui sont chelous dans le film. Ah hein. ouais, Il y a- Enfin, moi j'ai trouvé que, bon, en tout cas, voilà, c'est le film qui veut qu'on pleure et tout ça, mais moi, ça n'a pas fonctionné. C'est comme ça. Je sais pas s'il veut qu'on pleure, mais bon. Ah, bah, en tout cas, il y a beaucoup de musique assourdissante, de pathos, Ah, voilà.
qui consiste en tout cas à rendre les gens émus devant ce C'est film. les musiques qui sont en lien avec ce qui se passe à l'écran. Hein. Ah oui, ah bah oui, On peut contester ça, c'est clair. les choix, parce que je les trouve Pas toujours, pas toujours moi, à propos. Ouais. Je trouve C'est vraiment ça. que c'est un des problèmes du film, hein, c'est son choix la musical, cohérence. quoi. Ouais, Non, mais même la cohérence musicale. en général sur le scénario, Oui, surtout. Je sais pas, il y a des Ah oui, musiques qui c'est sont ça. pas du tout adaptées, tu vois, vraiment. Ouais. C'est bordélique, c'est vrai qu'on comprend pas tous les choix. Et alors, 2 séquences après, j'arrête. Il y a un moment, il y a des figurants qui veulent rentrer dans un hôpital. Et Ah ouais, c'est je trouve mauvais. cette séquence, elle fait cheap. On dirait qu'il y a 20 mecs dans l'hôpital. Et ce qui est marrant, c'est que le vigile, il fait bon, il y a que les malades qui rentrent. Et en fait, tout le monde rentre. Il y a tout le Et, monde qui rentre. Je trouve ça, mais c'est. Et il y a Mais une autre on sait séquence même où, pas dans quel- la nuit. À Hein quoi sert cette scène? Oui, en enfin, plus. à quoi elle emmène? Enfin, Tu vraiment, l'enlèves. Enfin, d'ailleurs, t'enlèves beaucoup de scènes. Pour moi, c'est censé montrer la mère parfaite. Alors, moi, c'est encore un personnage qui m'insupporte, Oui. mais Oui, le C'est- médecin. ça marche pas, quoi. Ça fonctionne pas. Non, ça marche pas du tout. Et donc, il y a juste une séquence qui nous a fait rire encore avec mon pote, c'est qu'à un moment, ils dorment donc dans la même chambre, Taharaim et sa nièce, et ils ont des spasmes en dormant. Et c'est vraiment Encore parce qu'il y a un moment, Ah oui, oh là ils ont là, ils ont les mêmes spasmes, mais franchement, tu baisses le son, tu mets du Shakira, et ça fait très chorégraphie, tu sais. Et enfin, voilà. Bon, donc, du coup, vous avez compris, je suis sorti trop vite du film, j'ai pas pu Adoré. revenir dedans. Voilà. Et je vais passer la parole à Mister Thibaut qui va peut-être dire 2-3 C'est choses. démontage en règle. Enfin, en tout cas, positive. Bah, ça arrive, hein, ça arrive. Hein. J'avais plutôt bien aimé Grave et Titane. Ah oui. Non, j'arrête. Ça, c'était au cas où tu l'avais écrit avant. Alors, bah ouais, tu l'as dit, hein, Jérém, c'est un film raté par plusieurs aspects. Écoute, je suis allé voir Alpha en salle avec pas mal d'appréhension. Entre son passage canois catastrophique et sa sortie en salle aussi mal accueillie, tous les astres semblaient vouloir me dire « Ne va pas voir ce film en salle, c'est comme Anne, c'est nul ». Bon, après visionnage, force est de constater qu'on est quand même bien loin de la Mais purge oui. annoncée. Alors oui, tu l'as dit, c'est un film raté par plusieurs aspects, mais il possède quand même de quelques qualités, quoi. Bon, dès le départ, j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec le montage du film et l'agencement des scènes. Je sais pas où ça va. Hein, on sait pas où ça va, on sait pas quels sont les enjeux. Jamais je sais quel est l'enjeu. Je trouve que Julia Ducournau multiplie les flashbacks et les ellipses et que c'est très très lourd dans le développement de son récit. Et là aussi, hein, au niveau de la durée, c'est un film qui peut raboter quelques passages. En plus, comme toi, j'ai grillé le twist dans la première demi-heure, donc tout le reste, la résolution me paraît un peu longue. Ah, Et puis à côté de ça, je trouve que le scénario est plutôt pas mal. Je trouve qu'il a des choses à dire. Tout le concept autour du syndrome de Munchausen par procuration est plutôt bien amené, avec le clin d'œil au film de Terry Gilliam au passage. Mais cette histoire d'un personnage qui navigue dans les souvenirs des autres, bon, j'ai pas eu le même enthousiasme. Et puis, voilà, on le disait, hein, dans la bande originale du film, il y a des musiques qui collent avec le texte, mais dans leur mélodie ou leur style, ça fait complètement hors sujet. Et je suis pas d'accord avec toi, Jérém. Je trouve que Taharaim livre une prestation incroyable. Tu lui dis qu'il fait des caisses, mais moi, je comprends pas. Hein, je trouve que sa transformation physique déjà est incroyable, mais Oui, je ça, trouve qu'il d'accord. livre une prestation. Bah, c'est jamais répété dans ses performances passées. Je trouve vraiment hein, par rapport à ce qu'il fait habituellement. Et puis, je trouve qu'il y a quand même une belle mise en scène, une belle photographie. La composition des cadres est chouette. Bon, à défaut de susciter un intérêt constant, Alpha demeure plutôt agréable à regarder et c'est déjà mieux que Megalopolis. Ah ouais, ça se discute. Eh ben, Louise, Comment il tu sauve le vas film. terminer sur Alpha. Bah, pour moi, Alpha, c'est Julia Ducournau qui cherche désespérément à obtenir un prix au Festival de Cannes, à grands coups de Ouais. scénario mindfuck, de plans apocalyptiques et de musique classique. Au niveau du scénario, c'est hyper alambiqué pour pas grand-chose. Finalement, l'histoire est d'une simplicité déconcertante. C'est l'histoire d'un deuil. Ça se veut mindfuck, mais ça ne fonctionne pas. Le jeu des actrices qui jouent Alpha, donc Melissa Boros et sa mère Golshifteh Farahani, est très mauvais. Même les seconds rôles, comme le prof joué par Finnegan Oldfin ou l'infirmière jouée par Emma Mackey, ne sont vraiment pas bons. Et en plus, ils ne matchent pas du tout entre eux. Je pense que c'est un problème de direction d'acteur ou carrément de casting. Parce que Moi, je trouve Emma pas. Mackey... Ah, tu trouves pas ? Oh non. Ah, moi, je trouve qu'ils vont pas du tout ensemble.
S'il y a un acteur qui joue mal, je trouve que c'est le copain de la... Oui, le jeune, là. Ouais, le Oui. jeune. Mais lui, je l'ai même pas cité Normal, tellement, c'est Eric. tellement ça fonctionne C'est pas. un fiasco. Mais en tout cas, moi je pense que c'est un problème soit de casting, soit de direction d'acteur, parce que par exemple Emma McKay, moi je la Les deux, trouve ouais. convaincante dans Sex Education par exemple. Je pense qu'ils ont juste été mis dans un registre qui leur ressemble pas, et avec, en ce qui concerne Emma McKay, une perruque nulle. Et par contre, je suis tout à fait d'accord avec toi, Thibaut. Tahar Rahim, l'oncle, moi je trouve qu'il a un truc assez puissant et magnétique. Je trouve qu'il joue hyper bien. Et heureusement qu'il est là. C'est un peu le mec qui sauve le film, je trouve. T'imagines, heureusement, c'est la bouée de sauvetage. Ouais. Oui, c'est Là, vraiment. il y a une scène du film que je trouve incroyable. Hein. On n'en a pas parlé, mais la scène du dos, elle m'a mis mal. La scène du dos. Ah, quand elle commence à prendre des prélèvements sur son dos, celle-là, elle m'a mis, mais... Moi, je sais pas... C'est la seule scène... et elle est pas très longue, malheureusement, mais intéressante. Ouais, j'aurais aimé que tout le film soit un peu sur ce tempo-là, mais... Bah, dans cette scène-là, j'ai retrouvé le Julia Ducournau de Titane, qui te surprend, mais ça dure 3 secondes. C'est... Voilà, un peu dommage, quoi. Bon, ben... Ah oui, juste une chose, et je sais plus qui l'a dit sur Eddington et Ari Aster, je suis convaincu que c'est un peu la même chose pour Julia Ducournau, qu'après une Palme d'Or à Cannes, les producteurs te disent tu fais ce que tu veux, on te laisse faire tout ce que tu veux, et je suis convaincu que personne n'a osé lui dire attends, on comprend rien là, tu fais quoi? C'est ça. Voilà, jusqu'à la fin où peut-être ils se sont dit ah merde, on aurait peut-être pu intervenir, mais bon, c'est pas la première fois, ça arrive souvent dans ces cas-là. Après, c'est une femme intelligente, elle sait se fondre son film, je pense qu'elle a une certaine vision aussi du cinéma. Tu la vois en interview, elle est passionnante. Elle est passionnante, mais justement, le film est tellement maladroit que tu dis merde, elle a pas vu tout ça, c'est bizarre. S'il y en a parmi vous qui hésitent à aller voir Alpha par peur de la violence corporelle, là pour le coup, Julia Ducournau a été hyper soft. Si je me réfère au seul film en tout cas que j'ai vu d'elle, autre que celui-ci, et c'est Titane. Alors juste, si vous aimez pas les piqûres, la croyez pas. Hein. Oui, mais c'est ce que j'allais dire. tu me voles mes phrases. Il y a une seule scène au début où c'est un peu hardcore, mais après ça va, faut juste pas avoir peur des piqûres. Voilà. Mais là, tu peux fermer les yeux, c'est bon. Moi, j'aime pas les piqûres, j'ai fermé les yeux. C'est même pas de body horror. Non, franchement, il y en a pas. Enfin, il y en a un. Non, il y a une scène au début où c'est un peu. Mais il y a un zoom vrai, de boutons purulents. On se croirait dans la fin de Spawn, le film. Ah oui, au tout début, ouais. Mais je vais finir quand même par un peu de positif. Il y a des beaux plans. J'ai été assez hypnotisée par le vent rouge, ce sable rouge qui représente le démon qu'on voit au début et à la fin. Et aussi par les gros plans, même macro-plans, on pourrait dire, du début, qui sont très beaux. Surtout qu'ils font écho à des plans vers la fin qui répètent les mêmes scènes, mais de manière beaucoup moins poétique, parce que dépouillés de la vision de l'enfance. Bref, c'est un peu surligné. Voilà. Et je pense aux plans, pour ceux qui auront vu le film, j'ai attrapé quelque chose. Enfin, moi, en tant qu'adulte, je pense que, comme la plupart des gens... Tu comprends, j'ai attrapé une maladie et en fait il ouvre sa main, il y a une coccinelle et en fait il a attrapé une coccinelle. Et bref, j'ai trouvé ça assez mignon qu'il y ait 2 fois la même scène, une fois avec la coccinelle et une fois sans la coccinelle. Et que c'est un peu, elle a grandi, elle a compris, voilà que... Ça aurait été plus drôle qu'il fasse un wall. Voilà. Tout à fait. Ça aurait été plus dans son personnage. Et il y a une scène qui est intéressante au milieu du film aussi, je trouve, et dont tu as parlé, je crois que c'était Jérém, que toi tu comprenais pas cette scène, mais c'est quand Alpha et son oncle s'enlacent, ils deviennent un peu un seul corps informe, avec chacun la tête de l'autre dans le dos, ils font plus qu'un. Et d'ailleurs, ça m'a fait un peu penser d'une certaine manière à Valeurs sentimentales, où pareil, ils font un peu plus qu'un. À un moment, il y a une scène où ils se mélangent, leurs visages se mélangent et tout. Et là, c'est encore un truc de filiation, de famille, de mélange des bagages émotionnels de chacun. Et comme l'héritage l'héritage du traumatisme et la transmission. Et la transmission, tout à fait. Et en fait, pour moi, cette scène, c'est un peu un tournant, une bascule dans le film, qui m'a presque fait me dire à un moment que j'avais l'impression de regarder 2 films et que Julia Ducournau s'était un peu réveillée en plein milieu, soit de l'écriture du scénario, parce que c'est elle qui a écrit le scénario, soit au milieu du tournage, puisque c'est elle qui l'a réalisé, en décidant de changer complètement de sujet, parce qu'il y a quand même 2 parties et qui, dans mon souvenir, sont vraiment séparées à partir de cette scène qui, du coup,
me semble cruciale, vu qu'elle est le moment où on comprend d'une certaine manière que l'oncle est un peu dans la tête des gens. Et bref, donc finalement, je suis un peu revenue sur ce truc de c'est mal écrit parce que il y a des sujets complètement différents entre la première et la deuxième partie. En fait, je trouve ça assez, comme je disais tout à l'heure, logique. C'est juste, comme je sais plus, je crois que c'était Jérém qui disait ça, que c'était extrêmement maladroit, et je suis complètement d'accord. Enfin, c'est faire beaucoup de choses pour pas grand-chose. Voilà. Ça part à volo, on va dire. Bah merci à tous. Nous allons passer aux notes, les fameuses notes. Commencer par Eddington, du coup, avec Julien. Alors, j'avais dit que c'était un film un peu hybride entre purge et œuvre inspirée. Donc je vais mettre 5, je vais mettre la moyenne. Louise. Entre les deux. 7. Moi je mets 5,5. Et il manque Mister Thibaut. 6. Et Christina a mis 7,5 pour Christina. Donc c'est la meilleure note. Valeur sentimentale, c'est la meilleure note, c'est l'absente, Christina. Elle le défendra une autre fois. Louise, pour valeur sentimentale. 7,5. 7,5. Le Ah doc, ouais, quand même. Doc Raymond. Eh bien, je vais mettre 6,75. Voilà. Mister Thibaut. 6. Et moi je mets 6,5, allez, voilà. Et pour Alpha, allez, je mets 1,5. Ah ouais. Voilà, 1,5. C'est beaucoup. Ouais, Sur 1,5. 10, toujours. Oui, sur 10. Thibaut. 5. Et Louise. Ouais, 5 aussi. Alors, en 3 mois, parce que ça fait mine de rien 3 mois qu'on n'a pas fait d'émission, il y a beaucoup de films qui sont passés sous le viseur de nos chroniqueurs. Il y a des coups de cœur, il y a des coups de gueule. Retour sur l'été 2025. Et on commence avec Louise. Donne-nous envie de voir apparemment un film qui s'appelle Didi. Ouais, c'est un film assez rafraîchissant, moi qui m'a rappelé ma quatrième, enfin mon collège en fait, parce que je pense que c'est un collégien, il a 13 ans et il se fait appeler Didi, et qui est en pleine crise d'adolescence, et c'est hyper drôle, touchant, il est hyper espiègle, et il y a sa mère, il y a sa grand-mère, il y a ses amis, enfin voilà, c'est un bon film pour décompresser, mais à la fois intelligent, et qui fait revenir sur les années 2008, le début des réseaux sociaux, le début d'Internet à portée de doigt où on veut. Et je sais pas, moi ça m'a fait du bien. Voilà. Ok. Et alors je continue dans tes coups de cœur. Alors je m'ajoute à ton coup de cœur, parce qu'on l'a vu ensemble avec d'ailleurs Christina et d'autres amis. C'est Sirat. Alors on en parlera dans le prochain podcast, en longueur, on débriefera, on le débattra, etc. Donc on va juste essayer de donner envie aux gens d'aller le voir, parce que toi, Louise et moi, on l'a adoré ce film, hein, déjà. Le prix du jury à Cannes, il faut le rappeler, de Oliver Latché. Il sort donc ces jours-ci, quand vous allez écouter ce podcast. Foncez voir Sirat. Je donne la parole à Louise, mais moi juste avant, j'ai juste envie de dire que il faut ne lisez rien, n'écoutez rien sauf ce qu'on vous dit, parce que nous forcément c'est 24 images secondes, donc il faut écouter. C'est un film de sensation, c'est un film d'ailleurs à un moment je me souviens, je regardais mes voisins, j'ai vu Louise qui a la main devant les yeux. Je m'en qui voulait souviens pas encore. regarder mais qui regardait quand même. Et voilà, en gros c'est un film qui remue. Si vous aimez être secoué, allez-y, parce qu'il y a 80% des films qu'on voit, c'est lisse, il faut le dire. Et ben là, on vibre, on est dérouté. C'est un mélange de spectaculaire et de contemplatif. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Si tu as une phrase ou deux à dire, Louise, pour les auditrices et les auditeurs. Bah, c'est génial. Il nous emmène, on sait pas où, mais jamais là où on attend. C'est une expérience sonore. Et je remercie cet inconnu qui, avant la séance, m'a donné un Doliprane en me disant, et il avait raison, il ne vaut mieux pas voir ce film en ayant mal au crâne, car en effet, il faut avoir le crâne et le cœur bien accrochés. C'est exactement ça. Donc prenez des Doliprane avec vous. Voilà. Et donc, tu as par contre... On peut regarder le film en teuf. Ouais, je pense. Ouais, on peut. Alors du coup, parce que là on rigole, on est positif, mais tu as un coup de gueule par contre, Louise, tu as un coup de gueule sur cet été.
C'est Superman. Déjà, ça a commencé mal parce que j'allais dire j'ai vu Batman. Donc j'ai carrément mélangé les super-héros. Ça m'a. Oh la j'ai trouvé noob, elle ça- connaît pas. T'as vu lequel, Batman? Celui qui est sorti cet été là. Superman. Pardon, Ah oui, Superman. Ah oui. Et j'ai trouvé ça, mais. Enfin, je saurais même pas par où commencer, mais nul. Voilà, tout est nul. Ok. Les costumes, l'histoire, les rôles, enfin les personnages sont mal écrits. Il nous prend vraiment pour des cons, genre vraiment. Et je veux bien que la science-fiction, évidemment que c'est du faux, etc. Mais là, il s'est carrément foutu de nos gueules, moi je trouve, et j'y crois absolument pas du tout. Enfin, il y a... Le James Gunn, cinéma si tu n'est nous pas un entends. reflet de la réalité. C'est Non, une mais adaptation d'accord, de comics, Mais bien sûr, mais il faut quand même pas trop. Enfin, il y a un moment, faut quand même créer des fausses cohérences. Et là, il a même pas fait. Il a Des même vraies pas eu la cohérences. décence d'essayer de créer un truc qui tient la route. Il s'est juste Ouais, dit, j'ai pas cette impression. ils sont assez cons pour y croire. Et moi, ça me saoule en fait quand on pense que les publics sont cons parce que c'est pas le cas. Enfin, Et on n'y Ça croit m'énerve. pas, c'est de la science-fiction. Enfin, c'est une adaptation de BD, évidemment. Il y a la oui, mais suspension il y a de la réalité. science-fiction. C'est est-ce que le récit et le développement du récit est bien? Bah non. C'est ça que je reproche. C'est ça que je reproche à Ouais. ce film, c'est que le développement du récit est C'est- très mauvais. Il y a un super Ça chien se repose dedans, beaucoup moi sur ça le suffit chien, à mon bonheur. hein. malheureusement. Un peu trop de... Oui, et qui est pas. Ouais, De je Deus trouve Ex que- Machina à cause du Rien chien. que ça, je trouve que c'est assez génial. Il y a personne qui a osé adapter Crypto. On sait pas pourquoi, hein, mais on comprend quand même un petit peu. On comprend Et quand on voit le le film. mec le prend, le chien de Superman, et il le fait jouer comme un vrai chien. Je trouve que la scène est drôle, que ça fonctionne. Moi, je trouve Quand pas tu as ça déjà drôle. vu les Oh autres, là là. ça fait partie aussi. Enfin, on n'arrive pas à Ouais, Superman enfin. avec ce premier film. Il y a les films de Richard Donner en 78. Il y a Zack Snyder. Avec 4 films, avec une Ouais. qualité bien moindre. Là aussi, la suspension de réalité. Le mec fait le tour de la Terre à la fin pour remonter le temps. Je veux dire, enfin, ça a Oui, non, mais toujours ça- été. Non mais ça, parce what que the c'est fuck. entièrement implausible. Là, moi, ce qui m'a rendu dingue, c'est qu'avec un bout de code informatique, le mec répare une faille terrestre. Enfin, il y a une faille dans le sol et le mec écrit sur son ordinateur et ça Ouais, c'est règle C'est à la partir faille. du moment où il y a un C'est vrai, 4G et un c'est- mec qui vole. Mais moi, je veux C'est bien. pas ça Moi, qui un va mec me- qui c'est pas vole, ça qui ça va me me pose pas de choquer, quoi. problème. Un mec qui vole et qui fait remonter la Terre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, j'y crois pas. Enfin, j'y crois pas, bien sûr, mais ça reste dans le champ physique. Là, le mec mélange un truc de code informatique à du champ Alors physique. vraiment, toi, t'as la suspension de réalité qui s'arrête au code physique. Quoi. Non mais vraiment moi, le côté l'ordinateur, tiens on va mettre un peu d'ordinateur pour faire genre ça m'énerve franchement c'est Bon, merci pour cette mini Enfin, battle bon. improvisée. Moi, j'ai préféré Man of Steel. Voilà, oui bon, on refera un débrief, Je préfère cette un vision, débat ouais. Superman En plus grand tard. fan de Superman. Zack Snyder que tu es. On pourrait faire un épisode spécial Superman ou Batman. Nous allons passer à Thibaut, à ses coups de cœur. Le premier, c'est un thriller horrifique américain. Oui, là où tous les blockbusters de l'été ont marché conformément aux attentes de leurs producteurs, il y a quand même une bonne surprise en 2025. Évanoui de Zach Greger, Weapons en VO. Alors excellent. déjà réalisateur de l'excellent Barbare, hein, Krieger prouve Mhm. avec Évanoui qu'il n'est pas l'homme d'un seul film et certainement un des cinéastes les plus intéressants de ces dernières années, hein, rien que ça. Alors le pitch est malin puisqu'il soulève suffisamment d'interrogations pour attiser la curiosité. À 2h17, 17 enfants d'une même classe sont sortis de chez eux et ils ne sont jamais revenus. Dans les faits, un prétexte pour montrer les fêlures de la société américaine dans ses mythes, ses doutes et ses addictions. Alors, sans trop en dévoiler, 5 bonnes raisons d'aller voir Évanoui, en salle de préférence. 1, ça fait peur. 2, ça fait rire. 3, c'est un cinéaste qui a des choses à dire et il utilise l'horreur pour le faire. C'est un peu la marque des grands cinéastes. 4, la construction du film et son découpage en partie est très intelligemment fait. Et 5, son antagoniste est génial. Voilà. Merci Thibaut. Et ton deuxième coup de cœur est une comédie romantique française. Avignon, je trouve que c'est vraiment... c'est pas un genre que j'apprécie plus particulièrement, mais je trouve que dans le genre... en France, on n'est pas toujours très doué avec les comédies romantiques. On se souvient de Prête-moi ta main ou Ma vie en l'air. Et je trouve qu'avec Avignon, on tient un des meilleurs représentants du genre. Je trouve que c'est un film qui parle du théâtre, qui parle bien du théâtre. Qui est porté par ses comédiens, de bons dialogues. Je trouve que c'est un film qui a du fond, qui a du cœur. C'est un vrai plaisir. C'est pour ça que ça t'a plu, ça parlait d'un milieu que tu connais bien aussi, peut-être. Non, ça parle de Non, toute pas forme de forcément. théâtre. Ça parle de théâtre amateur, ça parle du théâtre pour enfants, ça parle du théâtre classique, du théâtre subventionné. Et ouais, il le fait bien. Et c'est pas souvent qu'on s'intéresse au théâtre et Oui, qu'on en parle. comme ça. c'est juste que ils en parlaient avec un charme fou. Moi j'ai trouvé, c'est tout. Oui. Ça marche. Voilà.
Bah merci. Alors moi j'ai plusieurs coups de cœur, mais finalement je vais parler que d'un parce qu'on est pressé par le temps. Et ça s'appelle le Rire et le couteau. Il est sorti au mois de juillet. C'est un film portugais de Pedro Pinho qui a réalisé L'usine de rien. Donc c'est un film qui est déjà tombé, qui a été fait il y a 3-4 ans. Et donc là, le Rire et le couteau, c'est l'histoire d'un ingénieur portugais qui part en bagnole jusqu'en Guinée pour superviser la construction d'une route là-bas. Bon, ce film, c'est un voyage, hein, forcément. Moi, je suis tombé amoureux, mais complètement amoureux. Ça m'arrive rarement, mais des 3 personnages principaux, ils sont géniaux, et notamment Cléo Diarra, donc c'est le nom de l'actrice qui a reçu le prix du coup de la meilleure actrice à Cannes dans la sélection Un certain regard cette année. Et voilà, donc pour moi, pour l'instant, dans mon top, il est 2e dans mon top de l'année pour l'instant, juste devant Sirat d'ailleurs. Voilà, Le Rire et le couteau, je vous le conseille. Devant Sirat. Ah ouais. Juste devant, ouais, tout à fait. Et on passe donc, alors très rapidement, à notre rubrique Breakfast Club But at Night. Nous n'avons pas eu le temps de voir ou de revoir le premier film de l'année qui a été choisi par la nouvelle équipe d'étudiants du Breakfast Club. Comme vous le savez, chères auditrices et chers auditeurs, hein, d'habitude on parle toujours d'un film Breakfast Club. Là, on n'a pas eu le temps. On va quand même très rapidement dire une phrase chacun. Le film, c'est Marie-Antoinette de Sofia Coppola, projeté le mardi 16 septembre à 20h au Nouvel Odéon. Un petit mot, moi je dirais juste que j'ai le souvenir d'une chronique un poil rock, un poil mollassonne, mais un poil que j'étais surtout amoureux de Kirsten Dunst à l'époque. Voilà, donc je sais pas, vous avez une petite phrase, Thibaut, par exemple, sur Marie-Antoinette. Oui, moi aussi, comme toi, j'étais amoureux de Kirsten Dunst. J'espérais la croiser dans les rues de Paris au moment du tournage. Non, pour Marie-Antoinette, après 2 films sur l'ennui féminin, Virgin Suicide et Lost in Translation, que j'avais beaucoup aimé, dans Marie-Antoinette, je me suis un peu ennuyé comme le personnage, quoi. Voilà. Julien, tu l'avais vu ? Oui, je l'avais vu au cinéma à sa sortie. Malheureusement, j'ai plus un grand souvenir du film. Bon, c'est je le le film vois extrêmement comme marquant. un petit bonbon acidulé. Je pense à Kirsten Dunst. Il la sort souvent le bonbon acidulé quand même. Ouais, à part ça, une bande son bien pop, bien rock'n'roll qui m'avait bien marqué. New Order. Mais tu vois, ça mérite un petit refresh, et ça mérite d'aller le redécouvrir certainement à la séance du Breakfast Club. Exactement. Le Dr Raymond, vous l'avez vu ce film ? Oui, c'est un... Effectivement, il y a ce côté pop volontaire qui m'a un petit peu agacé à l'époque. Et puis surtout, c'est une volonté de faire un biopic, mais on a l'impression que la réalisatrice, malheureusement, n'a pas compris grand-chose à la personne qu'elle décrit, malheureusement, d'un point de vue historique en tout cas. Donc voilà, c'était pas forcément quelque chose qui m'a marqué plus que ça. C'est un personnage que les Américains fantasment beaucoup. Pour sûrement des raisons qui s'expliquent, mais ils fantasment beaucoup sur Marie-Antoinette comme la reine maudite. Mais en fait, l'aspect historique, ils s'en foutent complètement, quoi. Et dans le film, on sent que ça l'intéresse pas. Ouais. Oui, parce que pour l'anecdote, ils avaient proposé, je crois que Sofia Coppola avait proposé le rôle à Alain Delon. Alain Delon ? Ouais, et qu'il avait refusé. Ah, je savais pas. Ah, tu vois, tu m'apprends un truc là. Alors là. Ah bah, okay. C'est Alain Delon qui le disait, donc. Mais et il avait une vision très particulière du roi de. Je savais pas cette anecdote. Ouais. Du film, et qui devait interpréter le roi de France. Ça ne peut être que des Français, je crois. Et Louise, est-ce que tu as des choses à dire sur ce film ou pas ? Bah moi, j'étais pas amoureuse de Kirsten Dunst. J'étais petite quand j'ai vu ce film. Et par contre, je m'y suis pas. Je sais qu'à l'époque, quand je voyais des films avec des femmes de son âge, plus âgées que moi, mais jeunes, je m'y identifiais. Et là, j'ai pas le souvenir d'avoir, malgré sa beauté que je reconnaissais déjà à l'époque, hein, j'ai pas accroché quand j'étais petite, et j'ai pas spécialement envie de revoir ce film. Pour le coup, j'avais vu Virgin Suicide à peu près à la même époque, et je sais qu'il m'a marqué et qu'un jour je le reverrai parce que j'avais aimé ce film. Voilà, oui, Marie-Antoinette. Ouais. J'en suis à ma 5e vision de Virgin Suicide. C'est un film que je trouve toujours aussi beau. Ouais, pareil, je suis fan du film. J'adore James Woods, notamment. Bref. Ouais. Voilà, donc du coup, merci. Alors, on est passé très rapidement sur le Breakfast Club, mais par contre, évidemment, chères auditrices et chers éditeurs, nous passons à notre rubrique rétro. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday. C'est l'anniversaire des 30 ans de la sortie de Une journée en enfer, Die Hard with a Vengeance de John McTiernan. Allô? Oiseaux d'un même nid, gorées d'une même portée, le chat et la souris, comme moi, vont jouer. Très joli. En vert en plus. Pourquoi est-ce que ça s'en est occupé? À qui téléphoniez-vous? SOS Zinzin. Tu as tort de plaisanter, John. C'est une cabine publique, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le pitch, le lieutenant John McClane est de retour et il est demandé en personne par un terroriste, Simon, qui menace New York. Alors, c'est Mr. Thibault qui va commencer sur ce très grand film d'action. Allez, lâche-toi. Die Hard with a Vengeance en VO ou Une journée en enfer en VF ou Die Hard 3 pour les fans de la franchise, et donc la troisième itération d'une série qui en compte 5, tous pouvant être vus plus ou moins indépendamment des autres. Dans l'ordre, est-ce que vous les connaissez tous? Nous avons eu Die Hard, Piège de cristal, puis Die Hard 2, 58 minutes pour vivre, Die Hard 3, donc Die Hard with a Vengeance, celui qui nous intéresse, et puis 2 films beaucoup moins marquants. Est-ce que vous vous souvenez de leur titre en VO? Plus oubliable. Je me souviens même pas, moi. Die Hard à la plage et Die Hard et les Picaros. Je me souviens de Die Hard 4, Retour en enfer, non? Alors ça, c'est le titre français. Le titre américain, c'était Life Free or Die Hard. Et le dernier, A Good Day to Die Hard, le nanar Belle journée pour mourir. Ouais. Terrible, terrible. Alors, après un premier film dans un building, une suite dans un aéroport, l'action d'un troisième opus semblait tout indiquer. Un paquebot, un navire, un porte-avions. Bref, un truc qui va sur l'eau. Sauf que patatras, le saumon agile du Michigan, le roi du moulinet en accéléré, Steven Seagal grille la priorité à Bruce Willis avec Piège en haute mer, Under Siege en VO, et sa prise d'otage sur l'USS Missouri pour un autre fleuron du film d'action des années 90. Après quelques années de production et de multiples années de réécriture, le lieu de ce troisième opus est finalement trouvé. Ce sera New York. Et pour la réalisation, on retrouve John McTiernan, déjà réalisateur du premier film. Un cinéaste reconnu pour avoir redéfini les codes du film d'action des années 80-90 avec Predator, Piège de cristal, À la poursuite d'Octobre rouge ou encore Last Action Hero. Avec Une journée en enfer, il va durablement marquer les esprits et asseoir Bruce Willis comme une star internationale. À la différence des 2 premiers films qui sont sortis pendant les fêtes de fin d'année, ce qui en fait des films d'action de Noël, ce troisième volet est sorti un bon gros blockbuster estival, un choix délibéré de ne plus utiliser Noël dans le scénario. Et c'est un choix payant, puisqu'en 95, le film est le plus gros succès de l'année au box-office mondial. À la différence du marché nord-américain d'ailleurs, qui a été très en deçà des attentes, avec une honorable 10e place cette année-là au box-office. Alors 30 ans plus tard, qu'est-ce qui reste du film? Même si Bruce Willis n'est plus que l'ombre de lui-même aujourd'hui, même si les CGI ont permis le développement de scènes toujours plus impressionnantes, même si les sœurs Wachowski et le cinéma hongkongais ont fait rentrer les films d'action dans une nouvelle ère, même si Michael Bay a fait exploser tout ce qu'il pouvait faire péter jusqu'à ta dernière boîte de conserve de ton cellier, même si les héros en spandex et autres super collants ont remplacé le flic taciturne et badass des blockbusters américains, et même si les suites ont écorné l'aura de la franchise avec des films insignifiants voire médiocres, coucou Die Hard 5, Une journée en enfer reste un très très grand film d'action. Alors oui, les années ont passé, le cinéma d'action n'est plus l'alpha et l'oméga du cinéma pour l'ado que j'étais au moment de sa sortie, mais la découverte du film en salle avec un son THX reste une expérience certes régressive, mais ô combien jubilatoire. Dès les premières minutes, le ton est donné, un son entre l'alarme et la corne de brume résonne par 3 fois comme les 3 coups avant le lever de rideau. Ce sont les premières notes de Summer in the City de The Loving Spoonful. Le reste de la chanson se lance, mais elle se terminera pas car nous voilà projetés dans un roller coaster qui ne laissera aucun répit à son spectateur. Et c'est un petit peu la faiblesse du film aussi, après 1 heure de long métrage mené tambour battant, multipliant les péripéties les plus incroyables, le film peine à se renouveler. Reste que la réalisation du film et son découpage sont d'une terrible efficacité. Et comment ne pas évoquer Bruce Willis en John McClane, sûrement son rôle le plus iconique, le plus emblématique. Charmeur et cabotin, il est assurément l'une des principales raisons du succès de la franchise.
Entre deux punchlines ciselées, il est l'anti-héros sympathique. Pour ce troisième film, on se rapproche même du buddy movie, avec l'arrivée de Zeus, joué par l'infatigable Samuel L. Jackson. Pour moi, son duo avec Willis fonctionne du feu de Dieu. Zeus, Dieu. Et on comprend pourquoi McTee a remplacé Laurence Fishburne à la dernière minute. Alors, en résumé, si vous aimez pas les films d'action, L'Arme Fatale, c'est pas votre truc, les James Bond, c'est pas votre truc, je peux passer votre chemin, quoi. Mais il y a aucune raison pour que vous aimiez celui-là. Par contre, si vous aimez les expériences intenses et pétaradantes, alors pourrez-vous faire Die Hard with a Vengeance, c'est yippee-ki, motherfucker. Yeah. Merci Mister Thibaut. On sent la passion que j'ai aussi pour ce film. Julien, tu as forcément des choses à dire. Bah, mes cinéphages, quel actionneur de daron énervé des années 90, puisqu'en effet, après tous les gros films d'action qu'on a eu dans les années 80 avec les Stallone et les Schwarzy, je sors les deux totems, je pourrais rajouter les Chuck Norris pour les puristes, mais là en fait la figure de John McClane, la figure de Bruce Willis nous fait passer de l'héros super bodybuildé à l'héros américain middle class qui a ses propres failles, qui est alcoolique, qui va divorcer, qui parle jamais à son fils, qui répond toujours à des blagues, à des discussions sérieuses, qui fuit en fait les problèmes. Et donc c'est pour ça que le spectateur surkiffe ce personnage, c'est parce qu'on s'identifie à lui, on s'identifie vraiment à lui. Oh, il a un côté super flic. Le flic new-yorkais aussi poissard que résilient, quoi. Voilà, et ça se tabasse à l'ancienne. Bon, il y a quelques CGI, notamment dans le troisième volet, mais le duo buddy movie, j'allais le dire comme toi, Thibaut, ça fonctionne à merveille. Et moi, je pense que c'est Bruce Willis j'ai lu même que Bruce Willis voulait absolument Samuel Jackson et a convaincu Mike Tiernan. En même temps. Voilà, qu'ils avaient fait Pulp Fiction juste avant. Et il a dit j'aimerais si je fais le film, vaut mieux qu'il y ait Samuel Jackson avec nous, quoi. Sinon, j'étais pas très chaud. Voilà, Samuel Jackson, c'est le film, juste après Pulp Fiction, qui l'a propulsé, et on comprend pourquoi, parce que le duo, il est incroyable, c'est l'alpha et l'oméga, un peu. Zeus, c'est un peu la raison, et McClane, c'est le casse-cou, c'est l'action. Et en parlant de l'action, quand j'ai revu je l'ai revu il n'y a pas plus tard que hier soir. Mais l'enchaînement des scènes d'action, à un moment, c'est un tourbillon, tu sais plus où t'es, tu vas à Manhattan, tu vas dans le Bronx, tu vas même à Harlem, je crois qu'à un moment, tu passes un petit peu à Brooklyn, il traverse tout Central Park, il traverse plusieurs ponts. C'est un des lieux du film, c'est un des lieux emblématiques du film, c'est New York. C'est New York, et voilà. Et on sort du huis clos des précédents. Là, le huis clos, c'est New York. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que Mike Tiernan dresse un portrait assez caustique des New-Yorkais, parce que dans tout le film, il croise pas mal de New-Yorkais qui jamais les aident, ou les plantent, il les agresse, ou les insulte. Enfin, ça c'est très intéressant. J'avais pas vu ça moi quand j'étais ado, mais tu vois un peu l'aspect un peu négatif de la Big Apple, où c'est chacun pour sa gueule, et sauf... c'est les années 95. Voilà. Les années 80 ont été horribles. New York était la ville avec une énorme criminalité. Voilà, et on commence à peine à sortir de ça. Et oui, exactement. Ouais. Et le seul moment où la ville s'unit un petit peu, c'est quand il y a la supposition de bombes installées dans une école. Et d'ailleurs, une scène assez iconique, mais je n'en dirai pas plus pour ceux qui n'ont pas encore vu. Et ce qui fait plaisir également dans ce film-là, c'est que les gentils sont des bad boys, mais les bad boys sont aussi sont intelligents. Et donc en fait, les méchants sont iconiques, les gentils sont aussi très iconiques. Et en plus là, pour l'occasion, comme disait Choc, plus le méchant est réussi, plus le film est réussi. Et là, Jeremy Irons, il s'en donne à cœur joie. Il s'éclate. C'est le gros point fort du film. Simon Says. Simon Says, voilà. Même s'il y a quand même un gros accent anglais sur son alors, vous saviez, j'ai eu l'anecdote qu'ils ont refait ils ont forcé son accent allemand en post-prod parce qu'ils trouvaient que c'était pas assez. Ils le faisaient pas assez bien. Donc ils ont forcé ça pour qu'il accentue
Le côté bien germanique en post-prod. Au-delà voilà, du vertige des scènes d'action, la maestria de McTiernan, je trouve que là dans ce film-là, déjà c'était présent dans le 1, mais McTiernan a un rapport presque sadique au corps de Bruce Willis. Je sais pas si vous avez fait ça, mais qu'est-ce qui prend cher dans le film tout. Ça commence par des petits bobos, il se fait planter un couteau, après il se casse la jambe. Mais je pense que c'est aussi ce qui a plu par rapport aux héros indestructibles des années 80. C'est ça. Si tu les citais tout à l'heure, les Norris, les Stallone, les Schwarzenegger, pour eux, ils ont eu les années 80. Willis, il va être les années 90. C'est l'icône, voilà. C'est l'icône des années 90. Bon, là, peut-être que dans le 3, avec le recul, là, il passe presque super-héros, parce qu'il y a des scènes, comme la scène du bateau ou la scène du tunnel, tu te dis là, bon, il a 0,1% de chance de s'en sortir. Mais bon, comme c'est un Die Hard, ça passe. Tu as dit le bateau, le métro. Je pourrais dire le bateau et le métro. La scène de la bombe dans le. Ah oui, la scène du bateau à la fin, oui, moi aussi. Ouais. Tu vois, où en fait on est dans le 2S Machina pur, mais je crois que c'est McTiernan s'en fiche complètement. Je me souviens qu'il explose dans le 4 un avion avec. Ah ouais, voilà, effectivement, ça n'a plus aucune cohérence. On est dans le super-héros. Louise ne le regarde jamais. Arrête-toi, ouais, arrête-toi aux 3 premiers. C'est un peu comme Indiana Jones, tu t'arrêtes à la trilogie. Mais c'est un peu pour ça que j'avais pas regardé le 3, mais vous avez dit qu'on pouvait les regarder indépendamment, mais quand j'ai vu que c'était le 3, je me suis dit, mais j'ai vu le 1 il y a 10 ans et j'ai pas vu le 2. Donc je me suis dit, je vais pas rattraper en 2 jours. C'est le remake du 1. Hard. Dans un avion. Mais ça m'a donné envie, j'ai regardé pendant que vous parliez, j'ai regardé des images, ça a l'air super beau, et Samuel L. Jackson hyper jeune, ça m'a fait bizarre, je l'avais jamais vu aussi. C'est vrai. Ouais. La première heure au cinéma, c'est vraiment un super souvenir, vraiment. Ouais. Le film de l'été 95. Complètement. Docteur Raymond, envie de le voir. Oui. Docteur Raymond, vous voulez rajouter quelque chose peut-être sur le doubleur de Bruce Willis, parce que moi je l'ai vu en français plein de fois. Et il faut pas oublier que la voix française de Bruce Willis, elle est importante. Bah oui, elle est moi géniale. aussi je l'ai revu en français pour profiter de l'apport du regretté Patrick Poivet, qui apportait une touche de second degré décontracté du slip sur un Bruce Willis qui parfois se prend un petit peu trop au sérieux. Bon, pas trop quand même, mais voilà. C'est vrai, je pense que c'est pour beaucoup, le public français a beaucoup aimé son interprétation de Bruce Willis. Ouais. Et c'est un décalage qui est bienvenu dans cet actionneur décontracté, plus malin que bourrin. Et on a plaisir aussi, puisqu'on est dans les doubleurs, à entendre notre ami Thierry Desroses sur Samuel L. Jackson, bien entendu. Voilà, et c'est un film qui est pour moi le parfait équilibre entre comédie et action. Et il parvient à transcender sa structure qui est un peu fabriquée, puisque c'est une succession d'énigmes les unes à la suite des autres. Mais on est emporté par son énergie, par sa bonne humeur, le tout servi par une réalisation d'autant plus efficace qu'elle a le bon goût de ne pas se faire remarquer. Et ça, c'est assez fort. Et voilà, donc c'est vraiment un très bon moment. Et à le regarder aujourd'hui, ce qu'on ressent surtout, dans cet environnement new-yorkais, c'est cette légèreté pré-11 septembre. Parce que même si le World Trade Center avait subi un attentat en 1993, dont il est question d'ailleurs dans le film, c'est présenté comme un épiphénomène remédiable. On a juste besoin d'un héros, d'un outsider sympathique et sévèrement burné. Et le 11 septembre a remis en cause justement les héros invulnérables qu'on peut planter de partout et voilà, qui saignent à peine et qui se remettent sur pied rapidement. Et voilà, nous a prouvé qu'on ne peut plus être léger ou s'amuser avec le terrorisme. Et enfin, pour dernière chose, voilà, juste pour saluer le décès en ce début septembre de Graham Greene, donc qui dans ce film joue le détective Joe Lambert, mais c'était surtout une grande figure qu'on a beaucoup appréciée dans Danse avec les loups, bien entendu, dans The Last of Us. Cœur de tonnerre. Ligne verte. Voilà. Merci Docteur Raymond. Pensez à lui. On passe. Moi, j'ai rien à dire. Vous avez tout dit sur ce film qui est pour moi un des meilleurs films d'action des années 90, voire tout court. Il a le charme suranné des films d'action comme on ne les fait plus, en fait. Exactement. Et bon, les notes, pour moi, c'est un 8,5, parce que je mettrais 9 peut-être, ou 9,5 au premier. Julien ? Ouais, c'est difficile. 8,5 également. Et 9 au premier. 8,5 aussi. Et François ? 8. Enfin, Docteur Raymond, pardon. 8.
Merci à tous. C'était 24 images secondes, toujours présent bien sûr sur Spotify, YouTube et Google Podcast. Yippee-ki-yay, Motherfucker!